C'est sûr qu'il y a une phrase en particulier que cet homme-là m'a dit, puis qui reste dans ma tête depuis. Puis c'est pas toujours ce que tu fais, mais ce que tu fais pas. Puis moi, ça me parle tellement, parce que ça m'aide tellement à dire non. Puis c'est ça qui était, en fait, c'est ça qui m'encourageait à faire, c'était de dire non à certaines choses plutôt que de valoriser le oui tout le temps. Puis ça, c'est une clé que je garde dans ma petite poche en arrière et que j'utilise souvent pour des fois me déculpabiliser. Parce qu'on vit dans un monde où dire non, c'est difficile, mais je me dis, si René me disait que c'était bon de dire non, puis qu'on avait la réponse, je vais dire non. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'École du succès. Cette semaine, on a un privilège fantastique de s'asseoir avec une femme d'affaires assez exceptionnelle ici dans le paysage québécois. Marie-Lou, comment ça va? Salut, ça va bien. Écoute, je suis tellement timide quand on m'appelle entrepreneur parce que... Vraiment, hein? Oui. Encore aujourd'hui? Ben oui, parce que j'ai vraiment l'impression que je suis plus une artiste qui a comme été en mesure ou qui essaie en tout cas de faire en sorte que ses projets se réalisent. Mais tu sais, le terme entrepreneur, pour moi, c'est comme plus grand que moi. Fait que j'étais un peu gênée. Mais ça me fait vraiment plaisir d'être là. Ben, ça en dit long sur ta personnalité. Tu gardes ton humilité, ta vulnérabilité, mais en même temps, je trouve souvent que c'est important que tu dises que tu te sens plus comme un artiste. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on voit tellement d'artistes qui souffrent ou qui ne réussissent pas à vivre de leur art, justement, parce qu'ils ont de la misère à faire le transfert un peu entre... Ils ont un art, sont passionnés de quelque chose oui. Et ils ont de la difficulté peut-être à le transposer en business. Mais je pense que ce qui a fait que j'ai été en mesure de faire ça, c'est que c'est pas mon nom. Tu sais, c'est 3 fois par jour. Puis je pense qu'en musique, ça aurait été plus difficile pour moi d'arriver à faire ça parce que c'est comme... J'aurais associé ça à un manque d'humilité, tu sais, de comme me propulser puis de me mettre en valeur puis tout ça. Mais là, vraiment, c'est comme... J'ai une mission qui est transformer pour le mieux la relation entre les gens et la nourriture, que ça s'appelle 3 fois par jour. Fait que c'est comme s'il y a un détachement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Absolument. Fait que c'est plus facile, on dirait, pour moi de voir ça. Quelle entrée en matière! Donc, je parle-tu trop? Marie-Lou, mesdames, messieurs, pleinement enceinte en plus. Qui accepte de venir nous rencontrer. Donc, tu viens juste de lancer un livre de recettes de dessert. Tu as d'autres livres aussi qui ont été vendus, des méga succès. Encore une fois, pour aider les gens à améliorer ou changer leur relation avec l'alimentation, la nourriture. Mais tu sais pourquoi j'ai appelé ça 3 fois par jour? Non. Parce que moi, j'ai souffert d'anorexie durant mon adolescence. Puis, à un moment donné, j'ai recommencé à manger 3 fois par jour. Puis, je voulais célébrer cet amour-là. Puis, ce succès. En fait, c'est comme un énorme succès pour moi. Puis, je me suis dit, je vais appeler ça 3 fois par jour parce que je suis fière. Puis c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais la première journée où j'ai lancé 3 fois par jour, il y avait des messieurs un peu plus âgés qui m'écrivaient 3 fois par jour, pas de pilule. Puis je comprenais pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Oh my God! Fait que les gens, il y a beaucoup de monde qui pensait qu'il y avait une connotation, mais pas du tout. C'est un petit peu plus profond que ça. Oui, exactement. Je comprends, surtout avec ce que tu viens de mentionner. Donc, écoute, tu es rendu maintenant, vous avez publié des livres, ça a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. 3 fois par jour, c'est rendu un phénomène. Tu viens juste de publier un livre de recettes de dessert. Oui, en fait, il est en pré-vente. Il sort est en au mois d'août. OK, il sort au mois d'août, en même temps que la naissance. Oui, bien, j'ai devancé. C'était supposé être en septembre, mais j'ai mis ça un petit peu plus tôt. All right. Donc, on va en parler de 3 fois par jour, mais j'aimerais que tu nous amènes un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Europe. Donc, tu as eu cette carrière-là de chanteuse et tu avais besoin d'un temps, tu avais besoin d'une pause. Mais il n'en demeure pas moins que tu as eu la chance quand même de côtoyer un monument du Québec, donc René Angélil. Est-ce que tu as retenu certaines leçons? On parle d'un entrepreneur, on parle d'un gars qui on dit qu'il avait la bosse du business. Donc, est-ce qu'en le côtoyant, tu as peut-être pu ressortir quelques clés, des choses qui, aujourd'hui, t'accompagnent ou qui t'ont inspiré? C'est sûr qu'il y a une phrase en particulier que cet homme-là m'a dit, puis qui reste dans ma tête depuis. Puis c'est pas toujours ce que tu fais, mais ce que tu fais pas. Puis moi, ça me parle tellement, parce que ça m'aide tellement à dire non. Puis c'est ça qui était, en fait, c'est ça qui m'encourageait à faire, c'était de dire non à certaines choses plutôt que de valoriser le oui tout le temps. Puis ça, c'est une clé que je garde dans ma petite poche en arrière et que j'utilise souvent
des fois me déculpabiliser. Parce qu'on vit dans un monde où dire non, c'est difficile, mais je me dis, si René me disait que c'était bon de dire non, puis qu'on avait la réponse, je vais dire non. Et surtout, les raisons pourquoi on continue à dire oui, souvent, c'est pour être validé, pour être aimé. Exactement. Et on a peur de se faire rejeter, on a peur de ne pas se faire aimer si on dit non. Donc, c'est souvent des raisons d'amour de soi ou de manque d'estime personnelle. Oui, puis on a peur de manquer quelque chose. Puis souvent, le non, puis c'est ça, dans le fond, qui expliquait, c'est que le non, ça va laisser peut-être la place à un oui beaucoup plus important dans 1 mois, 3 mois, 2 ans, on ne le sait jamais. Il faut juste avoir confiance. En anglais, ils appellent ça le FOMO, Fear of Missing Out. Exact. Donc, il ne faut pas avoir ça. Des fois, si on ferme une porte, c'est parce qu'il y en a un autre qui va ouvrir, tout simplement. Tout le temps, tout le temps. Tu as eu une carrière complètement hallucinante. On pourrait appeler, mettons, une carrière de rêve avant de devenir 3 fois par jour, ce que tu fais aujourd'hui. Plusieurs personnes pourraient regarder ça de l'extérieur. Si vous ne savez pas, Marie-Lou, tu as fait la première partie de Garou, de des grands chanteurs en Europe, tu as fait des tournées en Europe. Tu as eu René Angélil qui était ton agent. Donc, et à un moment donné, tout ça, tu as décidé de te diriger vers une autre passion, tout simplement. Juste comprendre la transition entre les deux. Parce que des gens qui nous écoutent souvent disent, ben, elle est folle, elle quitte ça, regarde ça, c'est la carrière de rêve. Mais les gens ne savent pas l'histoire derrière l'histoire. Et c'est important que les gens aussi connaissent un peu la réalité de des fois, tu peux vivre une carrière de rêve, mais il y a d'autres choses aussi qui se cachent derrière ça. Bien, je pense que c'est important de définir c'est quoi le rêve, parce que entre apparence et ce que tu vis, puis quitter aussi, pour certaines personnes, ça aurait pu convenir. Moi, je pense que j'étais un peu trop sensible pour avoir vécu ça si jeune. Puis ça l'a fait en sorte que, bon, peut-être que, en fait, j'avais besoin de temps pour me retirer, me ressourcer, faire un gros travail sur moi que je continue. Je pense que c'est le travail d'une vie. Oui, mais en fait, c'est que j'avais envie, je pense que j'ai une fibre entrepreneur en dedans de moi. Là. J'avais envie vraiment de mener mes projets, même si j'étais méga bien entourée. C'est comme si je manquais de contrôle. Puis là, je le vois, tu sais, en repensant au passé, l'anorexie, contrôle, puis tout ça. J'ai vraiment eu quelque chose avec ça, là, un genre de combat intérieur. Fait que j'ai pris du temps pour régler ça, puis j'ai lancé 3 fois par jour. Mais je t'avouerais que jamais j'aurais pu penser que 3 fois par jour serait devenu ce que c'est aujourd'hui. Dans ma tête, j'allais partager des idées de recettes comme ça sur Internet à 2-3 personnes, puis prendre une couple d'années pour moi, mais ça s'est pas passé comme ça. Oui, parce qu'à cette époque-là aussi, peut-être pour que les gens se remettent dans le contexte, tu as Ricardo qui domine complètement, mettons, on va dire, l'espace. Tu as d'autres personnes. Ricardo, Louis-François Marcotte aussi. Donc, ramène-moi un peu dans ce moment-là où tu dis, ben ouais, je vais faire ça. Donc, c'est sûr que tu as un lien très émotionnel qui a un gros sens pour toi. 3 fois par jour, c'est une mission, beaucoup plus que d'autres choses. Mais il y a dû avoir des gens qui t'ont dit, ben voyons, t'es folle, comment est-ce que tu vas t'y prendre? Comment tu vas faire de l'argent avec ça aussi? Mais en fait, c'est sûr qu'initialement, mon but, c'était pas de faire de l'argent. Mais là, je me suis dit, au début, faut que j'essaie de vivre de ça. Fait que je vais faire des mitaines de four, des affaires faites au Québec. Puis j'essayais de ramasser mes valeurs puis de faire de quoi de créatif qui fait du sens. Puis j'avais pas la prétention de me comparer à Distasio, Ricardo, puis tout ça, qui sont d'ailleurs tellement des personnes gentilles avec moi. Là. Ils sont incroyables. Mais en fait, j'ai perdu le fil. Je te disais... Qu'est-ce que tu me disais? J'ai complètement perdu le fil. Je suis content de notre premier bloopers. Non, je disais que les gens ont dû... Mommy brain, ça risque d'arriver 2-3 fois. C'est fantastique. C'est sûr qu'on ne fait pas de coupure. Il faut voir, on est dans l'ère de l'authenticité, la vulnérabilité. C'est quoi? Exactement. Être enceinte, perdre la mémoire. Exactement. Non, mais c'est peut-être le regard des autres quand tu t'es lancé. Oui. Je n'ai pas cette prétention-là, mais souvent, quand on dit je vais tenter ça, est-ce qu'il y avait eu un certain retour de dire est-ce que tu es certaine? Est-ce que ça va fonctionner? Dieu, je me souviens tellement... Puis j'étais allée souper avec plein de mes amis pour leur dire hey, je me lance un blog de bouffe. Puis, parce qu'à l'époque, c'était un blog. C'est ce que vous avez lancé. Au début, c'était un petit blog. Là. Puis mes amis, tu sais, plein d'amour pour moi, mais tu sais, riaient jaune un peu. Tu viens de passer ta vie à faire de la musique, des albums, tu sais, puis là, tu fais de C'est comme genre bonne chance. Bonne chance, buddy, on t'aime, là, mais tu sais, tu reviendras nous voir quand tu auras besoin d'aide. Mais à plusieurs moments, c'est arrivé au courant de 3 fois par jour où on s'est fait dire vous allez vous tirer dans le pied. Puis des hommes d'affaires là, qu'on est allé voir pour demander conseil, qui nous ont dit faites pas ça, comme par exemple, pas de publicité dans notre magazine. Je sais qu'on s'est fait dire que c'était notre suicide, mais je pense qu'à partir du moment où tu travailles vraiment fort puis que tu y vas avec tes tripes, ben ça se rend. T'sais, évidemment, on avait un public aussi, là, mais ouais, je me suis fait dire souvent que ça allait pas marcher. Est-ce que ça a été un succès instantané ou ça a pris plusieurs semaines, plusieurs mois avant que vous puissiez peut-être réaliser de dire OK, wow,
là, on tient quelque chose. Non seulement on aime ça, on est sur une mission, mais en plus, je crois que les gens sont prêts à accueillir ce genre de contenu-là. Ils veulent nous suivre dans notre aventure. Bien, les gens ont embarqué vraiment rapidement. Moi, avant même de le lancer, je savais que je tenais quelque chose dans le sens où j'aimais tellement ça, faire ça, puis ça faisait longtemps, fait que j'étais vraiment passionnée. Avec Alex, on se disait « Wow, on va triper pendant quelques années à faire ça ». Mais les gens ont vraiment embarqué, surtout parce que je me suis ouverte par rapport aux troubles alimentaires. Puis il y a beaucoup de gens qui, sans nécessairement être anorexiques ou boulimiques ou tout ça, sont vraiment complexés par leur corps ou vraiment, ils ont vraiment une obsession avec la nourriture. Ils ont peur d'aller manger chez ma tante Ginette parce qu'elle fait des gâteaux gras, puis ils ont peur de ne pas pouvoir se retenir. Tu sais, c'est vraiment... C'est vrai. Le mot « relation », c'est important dans ta mission. Les gens ont une relation, c'est vrai, très souvent dysfonctionnelle, même si ce n'est pas la boulimie ou l'anorexie. Très émotive. Très émotive. Beaucoup de compulsion, beaucoup de culpabilité. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup. J'ai décidé de ne pas mettre tout ce qui est calories, valeurs nutritives à côté de mes recettes pour justement enlever cette notion-là de calcul puis de vraiment y aller avec écoute. Quand on s'écoute comme il faut, indépendamment de nos pulsions puis tout ça, là, parce que des fois, on est... Bien, je pense qu'on arrive à trouver l'équilibre puis les gens, ça leur a fait du bien, je pense. Surtout un public un petit peu plus jeune. Parce que, tu sais, j'entends beaucoup là, de mamans dire hey, « Ma fille de 15-16 ans commence à cuisiner grâce à 3 fois par jour. » Fait que ça, beaucoup, ouais, fait que ça, c'est vraiment le fun pour moi. Et tu disais tantôt, grâce à nos valeurs, donc ça a toujours été important pour toi de peindre un peu ta mission de ce que vous faites avec des valeurs entrepreneuriales? Parce que souvent, on dit, on va tourner les coins gauche un peu, les coins ronds, on va peut-être faire ceci parce que ça va nous rapporter. J'ai l'impression que tu as toujours été dans une droiture aussi que est-ce que c'est en lien avec mes valeurs ou avec les valeurs de 3 fois par jour? Oui, c'est important pour toi? Vraiment. Puis j'ai déjà fait l'exercice, c'est comme par exemple le fait de prôner tout ce qui est fait au Québec. On a fait, ça fait 4 ans qu'on cherche une façon de faire de la vaisselle au Québec sans que ce soit super dispendieux pour que ce soit accessible. Puis j'ai fait l'exercice de me dire, je vais essayer de voir ça coûterait combien de le faire en Chine. J'ai fait tout le processus jusqu'à ce que j'arrive à un projet final, puis que ce soit raisonnable les prix, puis que ce soit le plus éthique possible. J'ai pas été capable. Je me suis dit, c'est le plus éthique possible, mais c'est pas optimal. Puis je vais lancer ma collection de vaisselle faite 100% au Québec cette année en septembre. Puis je suis vraiment contente de ne pas avoir fait ce compromis-là l'année dernière. Mais tu vois, je sais pas si c'est dans mes tripes, je peux pas faire de compromis. Je le sais que ça va trop coûter cher. Et est-ce que c'est une réflexion que tu as fait vraiment juste de ta propre conscience? Comme les entrepreneurs qui nous écoutent, disent, OK, mais c'est quoi mes valeurs? Est-ce que toi, tu y as réfléchi ou c'est des valeurs avec lesquelles tu as grandi, que tu te dis, quand je suis pas en valeur, je suis en distorsion cognitive, je me sens mal, je le sens pas, je sens pas mon intuition, ou tu as réfléchi de dire, quelles sont les valeurs qui vont guider mon entreprise? Évidemment que j'ai réfléchi à tous les jours, mais moi, j'ai une façon de penser qui est un petit peu... ça va un petit peu à l'encontre de notre génération, là. J'aime bien dire que consulter sur tout, c'est l'idéal, dans le sens où les petites cachettes, puis ça, moi j'aime ça parler, être ouverte, aller chercher, me nourrir de beaucoup, beaucoup de gens, rien cacher, être la même personne partout. Puis c'est ça qui me permet de me dire « Ah ouais, ça c'était peut-être pas fort. » C'est en consultant avec les gens. Puis, fait que c'est un travail de tous les jours. Donc, consultant, ça veut dire pas avoir peur de demander qu'on pourrait appeler du feedback, oui, du feedback ou juste raconter, parler. Combien de fois qu'on va souper avec des amis puis qu'on finit la soirée, on les a pas rencontrés. Hey, salut, ça va? Ouais, toi? Hey, ouais, on a fait ça. Tu sais, comme c'est tellement en surface complètement. D'essayer de juste un peu élever le niveau de discussion, mais ça fait en sorte que tu te rends compte qu'il y a vraiment des perles dans chaque personne, puis une histoire ou des valeurs ou quelque chose qui va faire en sorte que ça va t'élever. Puis c'est là où je puise mon inspiration, puis je me dis, je peux pas aller en bas de ce que j'ai fait. Fait que c'est toujours la barre un petit peu plus haute. Puis, basé sur les valeurs. Sur les valeurs, oui. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Tu regardes, ça fait quelques années que 3 fois par jour explose. Des courriels comme « Hey, ma fille, maintenant, commence à cuisiner grâce à toi ». Quoi d'autre maintenant qui te rend fier dans cette mission-là et qui te porte à aller encore plus haut et plus loin? Bien, je te dirais que depuis quelques semaines, on dirait que je réalise l'équipe de 3 fois par jour. Qu'est-ce que c'est devenu si on était 2 au début, moi puis Alex? Puis de voir que le fait d'avoir vraiment suivi ces valeurs-là, justement, ça a forgé une équipe autour de nous incroyable. On est 16 employés à temps plein qui travaillons tellement fort. Puis je vois la boule d'amour que ça a créé. Puis malgré
la séparation d'Alex et moi, qu'il soit encore là, qu'il fasse encore les photos du livre, qu'il y ait encore l'unité, même s'il a fallu séparation pour garder l'unité. Moi, là, ça me comble de fierté, vraiment. Fait que c'est pas une question de chiffres ou de... C'est vraiment... Wow! C'est une boule d'amour 3 fois par jour. Puis... On le sent. Sentez-vous l'amour à travers le Kodak. Et tu disais tantôt, donc 2 quand vous avez commencé, mais avec les moyens du bord, vous n'aviez pas nécessairement... Alors, ramène-nous juste un petit peu pour que les gens qui ont peut-être un projet embryonnaire, qui se disent « Oh, je ne peux pas commencer qu'un téléphone cellulaire » ou « J'ai pas tel gros équipement » ou... Ça ressemblait à quoi 3 fois par jour quand vous avez commencé? Bien, c'est sûr que dans ma première carrière... Parce que mon frère, il faut dire, c'est un grand entrepreneur. Puis, je me souviens l'avoir aidé quand j'étais adolescente. Okay. J'ai fait un chèque. Ah! Là, il avait commencé 1 million de business, puis tout ça. Puis, c'est... En fait, ma mère et mon frère, c'est sûr qu'ils m'ont aidé au début 3 fois par jour avec pas grand-chose, mais il y a vraiment comme 3 personnes qui m'ont aidé à payer mes mitaines de four au début, les tissus, puis tout ça. Fait que oui, j'ai eu un support familial, amical, mais pas longtemps. Puis vraiment, j'ai essayé d'être indépendante au niveau des prises de décision, puis tout ça. Mais c'est sûr que ça prend un levier, tu sais. Dans le fond, j'avais rien, mais j'ai eu de l'aide. Ouais. Puis... Est-ce que tu as demandé cette aide-là? Ou, ben oui, je suis allée la chercher. Parce que souvent, les gens ont tellement de fierté qu'ils ne veulent pas demander de l'aide, alors que c'est tellement une qualité incroyable de demander de l'aide. Oui, absolument, oui. Puis c'est sûr que c'est un risque. Puis c'est là où il y a beaucoup eu de naïveté de la part d'Alex et moi, parce que comme le jour où on a commandé 50 000 magazines imprimés pour notre premier numéro, puis qu'on a fait notre chèque, puis il n'y avait pas de publicité, puis qu'on s'est dit, on ne sait pas si on va en vendre 3 ou 45 000. C'est le genre d'affaires que je pense qu'aujourd'hui, à 27 ans, je sais que c'est pas ça fait juste 3-4 ans, mais je le referais plus, je pense. On dirait que ça c'était de la naïveté. Ça fait une très bonne histoire, par contre. La journée où j'ai imprimé 50 000 magazines sans faire de publicité là-dedans. Non, puis que j'avais aucune idée, puis que tout le monde me disait, le monde du magazine, ça va pas bien. Déjà, c'est vrai, 3-4 ans, exactement. Oui, puis c'est encore un monde qui qu'est-ce qui vous guidait à ce temps-là? Qu'est-ce qui vous disait qu'on sent? C'est quoi? C'était votre intuition? C'était vous dire, on va le faire différent des autres? Écoute, on s'est dit, nous autres, ça va être le plus beau magazine du monde. Notre magazine est 100% recyclé, il est imprimé au Québec. Il y a 60 recettes dedans. Il n'y a pas de pub. Les gens sont sollicités, sont plus capables de la publicité. Ça va être comme un livre. Il coûte 11$. Ça peut pas... Nous autres, on était là, convaincus de notre produit. On en a parlé partout. Puis, on a gagné notre pari cette fois-là. Mais c'est ça, il y a beaucoup de naïveté. Un peu la même naïveté que quand j'ai demandé de l'aide pour m'acheter du tissu pour faire des mitaines de four. C'est un petit peu la même chose. Donc, un différent degré. Mais c'est sûr que... J'adore ces histoires-là. Donc là, vous avez gagné votre pari cette fois-là. Est-ce qu'il y a d'autres fois que vous n'avez pas gagné votre pari et que vous allez dire, sais-tu, c'était peut-être pas la meilleure chose? Ou, Je te dirais que c'est plus dans la création de contenu qu'on a perdu des paris des fois. Comme par exemple? Dans le sens où on a pris des contrats, par exemple, pour un client, parce que des fois, on faisait des choses un peu... on prenait des contrats de photographie de bouffe, par exemple. Puis on a tellement été propulsés au début que je pense qu'on a tourné les coins ronds au niveau de la qualité de notre contenu parfois, parce qu'on était épuisés. C'est vraiment une erreur. On en a trop pris à certains moments. Puis ça a pu user des fois des relations. On a pu décevoir certaines personnes. Puis ça, j'en suis consciente. Mais je pense que c'est vraiment une erreur quand tu es dans les faux espoirs, de dire « OK, bien là, ça va bien, on peut le faire. On n'a pas dormi depuis 6 mois, mais on va le faire. » Mais tu sais... Et l'entrepreneuriat, par défaut, t'amène souvent dans cette inclinaison-là d'espoir, de hype, qu'on pourrait appeler Exactement. En anglais le prochain mandat, le prochain contrat. Tout, on se le justifie tout que oui, je peux le faire. J'ai fait ça. Puis écoute, à un moment donné, on a perdu une coupe de paris dans mon cœur, parce que c'était comme, je voyais la photo, puis j'étais comme, ou le contenu, ou la recette, puis là, j'essaie de plus rentrer là-dedans. Tu disais tantôt, des fois, on a déçu des gens, donc la déception. Ouais. Comment est-ce que toi, tu gères ça? Parce que veux pas, tu es tellement attaché à ton business, tellement attaché à ton bébé, parce que c'est quasiment comme un bébé en entreprise. Ouais. Comment est-ce que toi, tu gères quand tu as un moins bon coup? Est-ce que c'est ça, c'est qu'on ne le gérait pas si bien que ça, parce qu'on était tellement... Puis c'est là où je pense que c'est... Parce que faire des erreurs, c'est correct, mais c'est comme si on était tellement occupés qu'on se fermait un peu les yeux, puis on continuait, puis c'est pas grave. Mais je pense que c'est vraiment important, pour être cohérent, de prendre soin des humains aussi qu'on déçoit, puis de ne pas avoir peur d'admettre
qu'on a fait une erreur, parce que je pense qu'à partir du moment où une personne sent que tu es vraiment sincère, l'erreur, c'est plus grave. Là. Moi, la première, quand j'ai des clients ou des collaborateurs ou peu importe qui font une erreur, à partir du moment où elle vient me voir et elle me dit « Je suis tellement désolée », puis que je la sens vrai, je dis « Voyons donc, c'est pas grave, on continue, on fait d'autres choses. » Fait que j'aurais aimé ça, avoir cette sagesse-là, ou du moins cette conscience-là. Que tu as maintenant. Bien, que j'ai plus maintenant, mais je pense que c'était juste trop un tourbillon. T'sais, j'avais comme pas le temps de m'arrêter à ça, alors que je pense que c'était ça la priorité. Donc, tu parles de tourbillon, on travaillait beaucoup. Vous travaillez encore aussi, mais une chose que j'aime beaucoup de toi, c'est cette conscience-là de travail-famille. Donc, tu as une petite fille. Ça peut être un énorme défi pour des leaders, pour des entrepreneurs, la relation travail-famille. Ouais. Et ça semble toujours avoir fait partie prenante de ton parcours, de faire attention justement à cet aspect-là familial. As-tu des trucs? Comment est-ce que toi, tu gères ça? Parce que d'un côté, tu es tellement passionné par ce que tu fais. Oui. Et en même temps, tu ne veux pas passer à côté de l'essence, la magie de la vie, ton enfant. Bien, je te dirais que c'est pas mal ce qui occupe mon esprit en ce moment, parce que autant je suis passionnée de 3 fois par jour, autant je suis passionnée de mon rôle de mère, même si je trouve que c'est difficile, c'est confrontant un enfant. Non. C'est vraiment c'est un miroir, tu sais. Puis... C'est incroyable, ça nous met nos plus petits défauts au visage. Oui, puis en même temps, une partie de moi qui aime ça, parce que moi, je suis une personne de défi, puis j'aime ça, tu sais, toujours essayer de m'améliorer. Mais c'est ça, je suis vraiment comme tiraillée en ce moment. Je travaille moins que j'en ai l'air, parce que je travaille 3 jours semaine en ce moment. J'ai été capable de vraiment déléguer pour prendre du temps avec ma fille. Je me trouve très chanceuse. Je dis ça, mais évidemment, des fois, avant de me coucher le soir, je fais des petites heures. Ça fait des jours, ça fait quasiment des journées. Mais déjà, de prendre la décision de te retirer un peu, c'est déjà une grosse décision. C'est une énorme décision que je n'ai pas rendue publique. Tout ça, c'est vraiment ma vie personnelle. Puis j'essaie de vraiment combler mon horaire pour faire en sorte que j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire dans 3 journées. Mais avec l'autre qui s'en vient, ça me fait un petit peu peur. Je comprends les femmes qui sont à bout. Je comprends les femmes qui sont à bout, qui veulent donner le meilleur à leurs enfants, être présentes au travail, être une bonne femme ça sonne vieux jeu, là, mais une bonne femme pour leur mari et vice-versa. Là. Une vie de couple, c'est important aussi. Là. Fait qu'on peut facilement virer fou. Non, moi, je dis toujours que ma femme, c'est un ingénieur domiciliaire parce qu'elle gère tout. Je veux dire, elle a la corps arrière de la maison. Elle fait tout. C'est la fête des mères, là, pendant qu'on est en train d'enregistrer ça hier. Et le nombre de chapeaux qu'une mère peut porter, infirmière, psychologue, avocate, thérapeute, médiatrice, c'est incroyable. Mais c'est pas valorisé. Non, c'est ça. Puis, tu sais, quand je dis je travaille 3 jours semaine, dans le fond, je travaille plus qu'avant. Je travaille 7 jours semaine ça, maintenant. Vérité, hein? C'est pas un travail dans le sens où on le fait, puis on calcule pas nos heures, puis c'est pas tout ça. Mais c'est un sacrifice, puis quand on fait un vrai sacrifice, c'est pas confortable. Il y a pas de sacrifice confortable. Puis, je trouve qu'on devrait vraiment plus mettre ça de l'avant, vraiment plus valoriser ça, parce qu'on est complexé quand on fait juste s'occuper de nos enfants. Non, c'est encore aujourd'hui, hein, malgré tout le discours ou les conversations qu'on a pu avoir là-dessus, il y a encore ça. Je ne sais même pas si c'est pire aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce qu'on se regarde aller puis on trouve donc la vie des autres fantastique. Ouais, fait que je sais pas si c'est même pire. Peut-être. Est-ce que tu as d'autres choses que tu fais? Comme genre, tu disais, j'essaie de faire mon horaire. Donc, est-ce que tu as des petits rituels comme déjeuner avec ta fille? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu fais que c'est non négociable? Il faut que ça fasse partie un peu de ta routine? Ah ben moi, matin et soir, je suis tout le temps, je suis tout le temps à la maison. Là. Il y a des exceptions, des tournages, des ci, des ça, mais j'essaie vraiment de tout rentrer à l'intérieur de mes journées de jour de travail. Puis je suis chanceuse aussi parce que le père de ma fille collabore d'une façon extraordinaire. Fait que c'est sûr que ça aide aussi. Là. J'ai beaucoup de chance. Mais c'est ça. Écoute, on va voir avec un deuxième. J'aimerais ça avoir un congé de maternité. J'en ai pas eu un pour ma première. J'aimerais ça, tu sais, avoir un genre de 6 mois là, où est-ce que je pourrais essayer de pas travailler, mais j'ai hâte de voir. Mais en tout cas, c'est ça que je vise. Je veux profiter du temps. On te le souhaite, un congé de maternité. Écoute, ça serait tellement fantastique. On parlait au début de l'entrevue, donc tu te vois ça plus comme un artiste qui a réussi à commercialiser un peu sa passion, son art, ta mission, d'aider les gens avec la relation qu'ils ont avec la nourriture. Selon toi, tu dis que tu as toujours été un peu entreprenante. Ça prend quoi pour être un bon entrepreneur? Ou est-ce qu'on est entrepreneur? Il y a un gros débat. Est-ce qu'on est entrepreneur ou on peut le devenir? Ta position, toi, là-dessus? Écoute, j'y pense. J'ai peut-être pas assez réfléchi à ça, mais tu sais, je fais juste penser à certains profils de mes amis, par exemple, qui, je pense,
au moins le profil, c'est pas mieux ou pas, là. Mais des fois, c'est l'insécurité. Tu sais, de vivre, de te coucher le soir, de savoir, hey, j'ai comme 15 personnes à payer, je sais pas qu'est-ce qui va se passer le mois prochain. C'est quand même, je pense que ça prend une certaine, soit beaucoup de naïveté ou une force, là, en tout cas, que je regarde aussi mes amis qui ont des forces que j'ai tellement pas, que je pourrais pas vivre la vie qu'ils vivent, tu sais, où est-ce qu'il y a quelque chose de plus stable, un horaire plus cartésien, puis ça, moi, je serais pas capable. Il faut que ça bouge, il faut que ce soit éclaté. Fait que je sais pas si on peut devenir entrepreneur, mais en tout cas, moi, je sais que je l'avais dedans, là. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant que tu te lances en affaires? Tu te dis, j'aurais aimé qu'on me dise tel truc, ou un peu organiquement, les choses se sont bien placées, ou tu te dis, ça, j'aurais aimé qu'on me parle de ce truc-là? Bien, étrangement, je pense que c'est ce que je savais pas ou ce que j'ai appris sur le tas qui a fait en sorte que je suis l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. C'est intéressant, ça. Oui, vraiment, je pense que quand tu écoutes vraiment c'est vraiment quétaine, qu'est-ce que je vais dire, là? Pas du tout. Mais vraiment, ton instinct, là, le plus profond, tu es vraiment bien guidé. Puis il y a des fausses erreurs que j'ai faites. C'est comme justement le magazine. Je pense que si tu avais écouté les experts, tu l'aurais jamais fait. C'est ça. C'est comme une erreur, mais en fait, au contraire, ça a parti un projet qui est mon projet préféré, tu sais, chez 3 fois par jour. Fait que non, je changerais rien. Puis surtout, tu sais, on me dit, t'as-tu des conseils à donner? Puis j'en ai comme pas. À part comme crois en ton projet. Tu sais. Il y a des gens qui se cherchent des projets, mais je pense que c'est le projet qui vient à toi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. On peut pas inventer. Oui, puis à cette heure, avec l'ère des médias sociaux, il y a beaucoup de jeunes, à tort ou à raison, mais qui, justement, veulent inventer un projet parce qu'ils croient qu'en mettant des trucs sur Instagram ou en mettant des trucs sur Facebook, oui, ça peut être un modèle d'affaires, mais on dirait qu'ils mesurent mal le réel travail qu'il y a derrière ça. Je ne sais pas si tu perçois ça un peu. Il y a beaucoup de nouvelles générations d'entrepreneurs qui disent « Ah, je vais être YouTuber, je vais être Instagrammeur. » C'est fantastique, mais en même temps, c'est une réelle business derrière. Oui, puis ça manque d'authenticité dans le sens où produire pour produire, bien, je trouve ça différent que de produire pour répondre à un réel besoin que tu as ressenti toi dans ta vie ou que tu vois autour de toi. Ça répond à un problème ou... C'est ça, c'est que, bien, un problème, oui, ou juste un réel besoin. Tu sais, comme je pense que vraiment, les gens ont besoin d'être inspirés au niveau de la bouffe. Tu sais, je l'invente pas, c'est pas Marie-Lou qui décide ça. Il y a un besoin. Ouais. Fait que je trouve que... C'est ça, les gens, ils veulent tellement tout de suite aussi, là. Puis moi, y compris, là, je dis « là, comme si j'avais 70 ans, là. Mais je veux tout là aussi. Puis il faut tellement travailler là-dessus parce que le temps a tellement une valeur. Énormément de valeur. Et beaucoup. Fait que c'est comme un apprentissage de tous les jours. Je me parle, non, c'est OK. On sent qu'il y a un petit peu de thérapie là-dedans. Non, c'est une blague. Qu'est-ce que tu veux le plus léguer à tes enfants? Oh mon Donc, Dieu. tu viens avec un tout incroyable, tu es artistique, tu as des belles valeurs, tu travailles fort, tu es une entrepreneur qui réussit très bien. Et moi, j'espère qu'ils vont réaliser l'ampleur de leurs valeurs comme humains, dans le sens que je trouve qu'on accorde beaucoup de valeur à ce qu'on fait, puis c'est bien, puis c'est inspirant. Mais j'espère que je vais être en mesure de faire en sorte que mes 2 filles sachent tellement fort qu'à la base, sont suffisantes, là, qu'ils n'ont pas besoin de... Puis que s'ils veulent être maman à la maison ou entrepreneur ou peu importe, adjointe administrative, peu importe, que ça suffit, dans le fond. J'espère vraiment parce que des fois, je me dis, hey, moi, je prends tellement de place, là, j'espère qu'ils ne vont pas se sentir écrasés. Je dois être à un certain niveau pour plaire à ma mère. Oui, parce que c'est valorisé un peu, mais en même temps, moi, je sais au fond de moi que je veux dire, c'est pas mieux que rien d'autre, là, mais je sais que dans la société où on vit, c'est comme plus t'en fais, plus t'es cool. Mais c'est ça, je veux que mes filles sachent que... Surtout au niveau des petites filles. Moi, j'ai une petite fille aussi, ça m'interpelle énormément ce que tu dis, Maïka, 9 ans. Et c'est cette notion-là du manque. C'est jamais assez. Tu sais, la voisine a ceci ou faut qu'elle fasse ceci. On dirait pour répondre à certains standards de société qui, en fait, sont hyper faux ou de surface. C'est ça. Puis j'ai l'impression, des fois, je me dis, écoute, je contribue-tu à ça? Tu sais, puis j'essaie vraiment d'enlever les angles morts le plus possible chez moi pour essayer d'enlever le plus de stock, mais reste que je suis une personne quand même éclatée, puis j'aime ça quand ça bouge, j'aime les projets, mais je veux pas que mes filles se sentent obligées d'être comme moi, tu sais. Fait que j'espère qu'ils vont le comprendre, en tout cas que je vais être en mesure de leur faire comprendre. C'est un gros défi. C'est le plus gros défi, je pense. Moi, je dis toujours à mon épouse, avoir des enfants et vivre en couple, c'est le défi d'une vie, tu sais, qu'on
on peut tomber dans des zones de complaisance et qu'on prend tout pour acquis alors que c'est un travail constant comme sur tes valeurs. À deux aussi. Ouais. Puis avec les enfants, c'est un autre... Écoute, c'est vraiment... Bien, en tout cas, le projet de famille, ça me passionne autant que mon projet de 3 fois par jour. Fait que tu vois, c'est pour ça que je suis tiraillée. Bien, on aura peut-être un jour un 3 fois par jour famille. Donc, on aura peut-être une saveur famille à un moment donné qui va... Peut-être. Ouais. Tu disais que, début d'entrevue, on disait que tu étais en promotion, pré-promotion. Donc, au mois d'août, on a un nouveau livre des desserts. Donc, c'était répondait à un réel besoin, je suis certain. Oui. En tout cas, les gens ont la dent sucrée. Oui, exactement. Oui. Mais tu sais quoi? Moi, ce livre-là, il est particulièrement symbolique parce que quand j'étais anorexique, les desserts, le sucre, tout ce qui était comme gras, là, ça me terrifiait. Vraiment? Tellement. J'avais peur de tomber dans la compulsion, j'avais peur. Puis là, le fait d'avoir fait ce livre-là, puis d'avoir mangé, puis d'avoir du fun, puis de jamais m'être sentie mal, c'est comme, wow, je suis tellement fière, puis j'espère tellement que ça va transmettre le plaisir aux gens de cuisiner des desserts sans se dire... tu sais, les phrases qu'on se dit, là, « Ah bon, on commencera le régime demain, hein? » Ou « Ah, j'ai couru hier, je peux. » C'est comme si on fallait se justifier. C'est très culpabilisant, c'est ça. C'est gossant. C'est culpabilisant et gossant, disons-le. Fait que là, je veux comme enlever ça, là, puis amusez-vous, mangez du dessert. Tout est dans l'équilibre, puis le plaisir. Et on dirait aussi que tout ça est amplifié un peu aussi avec tout le mouvement des restrictions alimentaires. Donc, il y en a mille et une. Je comprends que les gens peuvent avoir des intolérances, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est aussi amplifié, cette paranoïa-là de ne pas prendre de dessert ou pas prendre certains ingrédients parce que aujourd'hui, on dirait que tout peut nous affecter. On ne devrait pas manger ceci. Les gens, on dirait qu'ils s'y perdent un peu. Oui, puis il y a l'autre extrême. Tu sais, on valorise les gens qui mangent bien, mais des fois, ils mangent trop bien. C'est de l'orthorexie. Là. C'est comme c'est une autre forme d'obsession, mais elle est valorisée. Tu le vois sur Instagram, il y a des filles qui ne semblent pas du tout en santé, là. Puis, c'est valorisé, ils sont maigres, ils mangent des smoothies, ils font des cures de désintox, puis tout ça. Je pense que c'est un autre extrême. Je le juge pas, mais est-ce que c'est sain? Faudrait que tout le monde se questionne. Mais moi, je me place entre les deux, puis je mange du gâteau, puis j'aime ça. On te souhaite bien du gâteau, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 3 fois par jour? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Marie? On dirait que la vie va bien, tu es enceinte, tu vas avoir un deuxième enfant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bien, on en parlait tantôt avant de commencer, mais je pense que c'est de continuer à être capable de vraiment surfer sur le positif et le négatif, puis d'accueillir ça, puis de vraiment comme comprendre que la joie puis la tristesse, c'est comme ça va ensemble. Moi, ça a vraiment changé ma vie aussi. Puis j'espère que ça va continuer les hauts et les bas comme ça, crise et victoire, puis que je vais continuer à garder le sourire là-dedans. Je veux pas être tout le temps heureuse. Je veux avoir des épreuves puis grandir de ça, puis je suis prête. Très beau, ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marie-Lou? Tu as plusieurs plateformes de médias sociaux, donc pour les gens qui veulent te suivre, peut-être s'informer sur tes livres. Oui, bien en fait, moi, c'est vraiment magazine, livre, boutique en ligne. Votre magazine, est-ce qu'il est encore publié 6 fois par année? Oui, c'est ça? Exactement. Ouais. Puis c'est le projet dont je suis le plus fière. C'est vraiment c'est comme un livre, mais au prix d'un magazine. Pas de publicité. Exactement. Et on a entendu la première histoire des 50 000 premières impressions. Donc, comme que je dis toujours, si vous connaissez Google, allez sur Google, Marie-Lou, et vous allez revoir ce beau sourire-là. Merci énormément de t'être arrêtée à l'École du succès. J'apprécie énormément. À bientôt, peut-être? Yes, absolument. Alors, j'espère que vous avez retrouvé autant de valeur que moi, j'ai pu en retrouver. Je suis curieux de voir laquelle des notions, des clés que Marie-Lou a partagées dans son parcours qui vous a peut-être le plus touché, qui a peut-être le plus résonné avec vous. Évidemment, si vous connaissez des gens qui pourraient être inspirés par cet entretien-là, sentez-vous libre de le partager. Sur ce, je vous dis au revoir tout le monde.